bien le bonjour, alors bienvenue dans ce tout nouveau vlog, cette nouvelle semaine de vlog littéraire. Alors j'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va quand même bien, j'ai bien profité de ma fin de semaine pour me reposer, mais je sais que ma semaine sera quand même fort occupée, donc je ne sais pas encore quelle place aura la lecture dans cette semaine-là, mais je vais m'assurer d'avoir quand même une lecture audio. Et comme je parlais dans le vlog précédent, ma dernière lecture audio a été très remuante. Et je vais enchaîner avec quelque chose de complètement différent. Donc, je suis passée de ma dernière lecture audio, c'était le premier tome de la trilogie de policier poétique de Roxane Bouchard. Et là, je vais aller vraiment dans autre chose. Je me lancerai dans le fameux Station Eleven de Emily St. John Mandel. On est en ce moment-là plus dans la science-fiction dystopie, si je me souviens bien, ça se déroule alors qu'il y a une soudaine panne généralisée, panne ou épidémie, je me souviens plus trop. Il me semble que ça a rapport avec une pandémie ou une panne généralisée qui fait en sorte qu'il reste moins de survivants et qu'on va suivre les personnages principaux se rendre à un endroit qui s'appelle, je crois, Station Eleven pour tenter de survivre. C'est ce dont je me souviens. Je suis peut-être complètement dans le champ. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai de toute façon. Mais je vais sans doute aborder cette lecture-là pendant cette semaine, donc en lecture audio. Puis, pour la suite, je verrai où mon envie va me porter. Mais je vais tout simplement prendre un petit moment pour faire l'ouverture de ce vlog de façon plus officielle. Alors, comme à l'habitude, je vais me dire Amélie, et allons-y! Alors, bien le bonsoir, puisque oui, nous sommes le soir. Je profite encore d'un peu de clarté avec un petit soutien temporaire pour vous dire un petit mot sur ma lecture en cours. J'ai finalement, en effet, décidé, comme prévu, c'est surprenant, de me lancer dans le fameux Station Eleven de Emily St. John Mandel en lecture audio. Et ma foi, je suis complètement prise par l'intrigue. Ça fait un peu bizarre, en fait, de lire ce livre-là après la pandémie. Parce que, en fait, j'étais plus trop sûre de l'intrigue, mais en gros, comme je vous en avais vaguement parlé, on va suivre là-dedans l'humanité qui, à la suite d'une pandémie qui va avoir dévasté rapidement une bonne partie, dans le fond, de la Terre, en fait, une pandémie de grippe géorgienne, d'après ce que je peux comprendre. Bon, ça fait un petit... Puis ça se passe post-SRAS. Et en fait, l'humain va se mettre à mourir en continu. Et on va connaître, en fait, une bande de comédiens qui vont jouer le roi Lear le soir où les premiers symptômes de la pandémie vont se manifester dans les hôpitaux. Et on va trouver certains protagonistes qu'on va suivre un petit peu plus. Par exemple, quelqu'un qui est allé essayer de sauver un comédien qui est en train de faire un arrêt cardiaque. On va connaître un petit peu l'entourage des gens qui étaient dans le fond, les femmes et la famille de la personne qui a fait l'arrêt cardiaque. On va rencontrer, c'est pas mal ça qu'on voit un petit peu. Et ensuite, on va faire un grand saut dans le temps et on va se ramasser 20 ans après ce qu'on appelle l'ère de la normalité. Donc, on est 20 ans après le gros événement de pandémie. Et en fait, le monde fonctionne vraiment différemment par la force des choses. Il n'y a plus vraiment de frontières, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence parce que, bon, évidemment, il y a eu comme trop de morts, tout s'est effondré. Mais les gens survivent quand même à leur manière, donc en se rassemblant pour, en fait, pour un petit peu rassembler leurs ressources, puis et tout ça. Et on va suivre une troupe de divertissement itinérante, disons, qui s'appelle, je me souviens plus c'est quoi, The Traveling Symphony, je pense. Donc, la symphonie du voyage. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Et on va les suivre. Et à l'intérieur de ce groupe-là, on va trouver, entre autres choses, entre autres personnes, une petite fille qui était présente lors de la fameuse représentation du roi Lear qu'on va suivre un peu au début, alors que c'était la première journée où il y avait des symptômes de pandémie qui arrivent en Amérique du Nord. Donc voilà, j'en suis là. Ça a l'air un peu anecdotique et banal, mais ça semble vraiment intéressant. La construction de l'ambiance d'oppression post-apocalyptique est
très, très, très bien faite par l'autrice dans les premières parties. J'écoutais ça en voiture, puis le cœur me débattait, puis je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais survivre à ce roman-là? Mais je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, c'est intéressant parce qu'en fait, oui, on a le petit moment pandémique, mais c'est pas ça qui prend la plus grande part du récit. C'est peut-être, moi je l'ai lu en audio, donc je dirais peut-être 10%, disons, de l'intrigue. Et après ça, on est vraiment dans le post-pandémie, donc le post, entre guillemets, apocalyptique. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça intéressant quand une histoire se concentrait sur le après. Parce que souvent, dans ce qu'on est habitué, quand on a des films d'action et tout ça, on va se concentrer sur un petit peu le avant, très justement, pour qu'on connaisse un peu les protagonistes, le pendant qui est apocalyptique, et finalement, il ne nous reste plus de temps pour l'après, parce que ça ne nous intéresse plus nécessairement. Alors que ce qui est intéressant, il me semble, c'est ce que l'humain va faire de tout ça. Donc, je ne sais pas où ça va nous mener, mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup la plume. J'aime beaucoup les personnages qui ont été présentés au départ. J'ai aucune idée jusqu'à quel point on va les retrouver peut-être quelques générations plus tard dans la version du 20 ans après. Puis je suis bien curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec la fameuse troupe de théâtre. Et là, ce que je comprends, c'est qu'on entend parler que quelqu'un a décidé de, avec un vélo à dynamo, refaire fonctionner un ordinateur. Puis évidemment, il n'y a plus d'Internet depuis longtemps et qu'il essaie de rechercher la connexion à Internet via les satellites. Donc, je ne sais pas si ça va avoir cet impact-là, j'ai aucune idée, mais je vous en parlerai au fur et à mesure. C'est quand même un bon, ben c'est pas un gros livre, mais en termes de livre audio, ça faisait, je pense, une 12aine d'heures. Donc, ça devrait me faire... c'est sûr que ça me fait ma semaine, puis c'est sûr que je ne suis pas capable de faire traverser ça sur 2 vlogs, là. Impossible. Je vais trop vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais peut-être le lire en numérique si je le trouve. Sinon, j'essaierai de me trouver une copie. Je le lis en version originale. En français, c'est aussi Station 11. Puis de ce que j'ai compris, ça fait référence à un comic, comme dans Comic Book, qui semblerait avoir évoqué un héros qui s'appelait Captain Eleven, puis un autre qui s'appelait Station 11, un de ces comics-là. Je ne sais pas trop la place que ça a dans l'histoire, mais bref, je crois que c'est ça l'idée de Station 11. Mais c'est le même titre pour en français, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vous en reparle dès que je peux, mais je vais juste faire un petit compte-rendu de mon début de la lecture qui m'a pris vraiment par surprise. Je pense que je n'étais pas suffisamment réveillée ce matin pour commencer ce genre d'intensité-là parce que je commençais ma semaine, j'aurais peut-être dû prendre du café. En même temps, le cœur m'a tellement débattu sans 2e café que je suis pas sûre que ça aurait été une bonne idée. Bref, je m'en irai pas là. Alors voilà, écoutez, je vous dis à tout bientôt, à tout de suite. On se reparle, comme on dit. Eh bien, bonjour. Alors, un petit coucou du vendredi. Je suis un peu mêlée dans la semaine parce que cette semaine, c'est le congé pascal, donc on a des horaires un peu différents. Et que, comme vous avez pu le voir peut-être, je vous ai pas beaucoup repris cette semaine parce que on sort de 2 jours de panne d'électricité, d'où les petites images de lampe à l'huile. Donc, au Québec, on a eu un gros événement, dans le fond, provincial de verglas qui a fait en sorte que les gens ont manqué d'électricité très longtemps. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité. Donc, on est chanceux. Nous, on l'a récupéré en cours de journée. Donc, c'est sûr qu'évidemment, je priorisais autre chose que faire des vlogs. Mais bon, voilà, on est de retour. Et je suis passée à la biblio pour, je sais pas, me remettre un petit peu dedans. Parce que je suis à la toute fin du fameux Station 11 dans le livre audio. Je vais vous en parler seulement quand je vais l'avoir terminé, mais jusqu'à maintenant, dépendant de la fin, mais ça s'annoncerait potentiellement un coup de cœur, mais on va attendre de voir la fin. Alors sinon, quand je suis passée à la biblio, j'ai pris évidemment le nouveau numéro de la revue Les Libraires. Alors je vais pouvoir voir plusieurs articles de fond. Je ne sais pas la thématique, cette fois-ci, c'est, je crois, passer le témoin, je ne sais pas. Cueillir ses rêves.
Je sais pas c'est quoi le gros dossier, mais bref, on verra bien ce que ça va donner. Et puis, évidemment, c'est le numéro qui va précéder le fameux Salon du livre de Québec qui se passe en avril bientôt. Donc, j'imagine qu'il y a un petit peu plus d'articles par rapport aux nouveautés qui sortent, en particulièrement autour du Salon du livre de Québec. Voilà. Sinon, je me suis pris des choses et je voulais vous montrer ça. J'ai remprunté, parce que je l'avais déjà emprunté en papier ou en livre audio, je me souviens plus, le tout dernier de Dominique Fortier qui s'appelle « Quand viendra l'aube ». Et à l'arrière, on a une petite citation qui dit « Ce matin-là, le Saint-Laurent coulait à rebours vers sa source et son origine ». Donc, ce que j'avais entendu parler, c'est que c'est des petits fragments du quotidien, dans le fond, qui ont été colligés, un peu comme elle l'avait fait avec Raphaël Germain dans Les petits cailloux, la mémoire des cailloux. Je vais vous mettre la vignette. Puis, j'avais déjà emprunté parce que ça me tentait bien, mais j'étais moins dans le mood pour le lire, donc j'ai repris une petite chance en faisant un emprunt. Ensuite, j'avais vu passer ça dans les nouveautés. C'est une nouveauté BD, c'est chez Mécanique Générale. Donc, c'est quelqu'un a débranché la grosse pomme. Donc, ça se passe en 2019. Évidemment, ça se passe en pandémie également, mais j'ai oublié la 4e quand même. Donc, nous sommes en 2019. Zoe habite en Chine depuis bientôt 10 ans et son copain new-yorkais s'apprête à aménager chez elle à Shanghai. Elle décide de lui rendre visite à New York avant de franchir le pas de la vie à deux. Le premier jour de ses vacances, un certain virus est déclaré transmissible entre humains. Donc, évidemment, c'est la COVID. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. C'est un petit peu tout dans les mêmes teintes. Donc, on est toujours dans le rouge et blanc et noir. Donc, ça semble une BD récit. Donc, ça me tentait bien, puis je l'avais vu passer dans les nouveautés. Sinon, j'ai vu, je crois que c'est une nouveauté, ça aussi, c'est un album jeunesse. Là, vous allez voir, il y a bien des albums jeunesse. Parce que là, je suis passée dans la section, puis ça m'a tenté. Donc, en tout cas, pour moi, c'est une nouveauté. Le nouveau Marie-André Arsenault et Manon Gauthier, c'est aux éditions 2. Donc, c'est La caresse de l'ours polaire. Puis j'aimais toujours beaucoup ce qu'a fait Manon Gauthier. Elle fonctionne beaucoup en collage. En fait, la plupart du temps en collage pour les illustrations. Et le texte de Marie-André Arsenault, eh bien, c'est celle dont j'ai lu tout récemment, Le piège de soi. Là, je vous réfère à mon précédent blog si vous voulez en apprendre un peu plus. Donc, j'avais bien envie de savoir ça. Et puis, j'ai oublié la 4e de couverture, je pense encore une fois. Alicia a un monde bien à elle, une bulle dans laquelle elle se sent bien. À l'approche de la fête de l'amitié, Alicia met tout son cœur dans la confection d'un ours polaire au ventre doux pour la carte qu'elle destine à l'intervenante, Madame Lily. Mais lorsqu'un ami brise sa bulle, la fête de l'amitié prend une autre couleur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, un petit album, le premier d'une série, vous allez voir. Ensuite, je ne sais pas si j'ai déjà lu celui-là. Parce que j'ai vu Barou, puis là, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est un Barou de chez l'École des loisirs. C'est Mission Petit-Déj. Puis, à l'arrière, on dit, Arthur est un petit garçon chanceux. Sa maman ferait n'importe quoi pour le rendre heureux, même céder à ses caprices les plus fous. Alors, tous les matins, au petit-déj, Arthur arrive avec une nouvelle idée loufoque. Jusqu'où sa maman ira-t-elle pour lui faire plaisir? Alors, je crois qu'on est ici dans l'imaginaire, bien sûr. Donc, on voit ici les fameuses images de Barou que j'adore. J'aime tellement, tellement, tellement sa grille graphique. Ouh, je crois qu'on est rendu vraiment dans l'espace. Donc, je vous en reparlerai lorsque je le lirai. Ensuite, une BD que j'ai vue. Puis, il me semble que j'ai vu passer ça sur Bookstagram, Booktube, je me souviens plus. Donc, c'était Lord Jeffrey, le train de 16h54, qui fait penser un peu au train de 16h50 d'Agatha Christie. Et c'est par Emberg et Hameau chez Kenz. Donc, à l'arrière, Édimbourg, 1958. 4 mois après la disparition inexpliquée de son père, Jeffrey Archer, un jeune Écossais de 13 ans, ne peut se résoudre au classement sans suite du dossier. Convaincu qu'il a été kidnappé, il décide de mener sa propre enquête avec pour tout indice une clé trouvée dans le train où son père a été vu pour la dernière fois. Il l'ignore encore, mais il vient d'embarquer pour un périlleux voyage dans le temps qui le conduira jusqu'au berceau de la civilisation britannique, avant de découvrir l'incroyable vérité. Ça me tentait bien, ça m'a vraiment accroché. À l'intérieur, les visuels, ils me faisaient... Je trouve ça intéressant. Je pensais qu'il était un petit peu simpliste, mais finalement, j'aime vraiment beaucoup ce que ça fait. Je pensais que ce serait plus chargé, puis finalement, la composition graphique, ils l'ont quand même gardé assez aéré, avec des fois des enchaînements de cases sans texte. Donc ça, absolument, ça me plaît bien. Alors voilà pour la petite BD. Et enfin, un autre album jeunesse,
Donc, cette fois-ci, de Agnès de l'Estrade et Valeria Docampo, deux créatrices que j'aime beaucoup, c'est chez Alice Jeunesse. Ça s'appelle Le temps des cerises. Alors, c'est ici. Après le passage d'un cyclone, le pays de Nîmes a perdu ses couleurs. Du jour au lendemain, tout est devenu gris. Un jour, en creusant un trou dans la terre, Nîmes trouve une boîte de crayons de couleur qui va changer la vie de son village. Donc, je ne sais pas dans quel pays on est. Je ne sais pas si c'est à Haïti ou un pays tropical. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est un cyclone qui a amené la dévastation, puis on l'exprime en disant « Il était une fois un pays blanc et noir, un pays qui jadis était de toutes les couleurs. » Donc, ça m'a vraiment plu comme prémisse. Alors voilà, c'est ma moisson bibliothèque de la journée, avec en plus le petit surplus, la libraire. Alors, je voulais juste vous présenter ça rapidement parce que comme je vous avais pas repris, je voulais au moins vous tenir au courant de ce que j'avais un petit peu en tête. Dès que je vais terminer le très haletant Station 11 de Emily St. John Mandel, je vais vous faire un petit retour, bien entendu. Et je vais sans doute vous parler des prochaines lectures de toute façon au fur et à mesure de la fin de semaine. Alors sur ce, en direct de la Studio Mobile, je vous dis à tout de suite! Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou parce que j'ai finalement terminé le totalement remuant Station 11 d'Emily St. John Mandel. Et ma foi, je suis encore soufflée complètement. C'est tellement... c'est un travail de virtuose. J'ai rien à dire, c'est parfait. Finalement, évidemment, comme quand on s'est laissé, là, on naviguait encore entre le 20 ans après la déclaration de cette pandémie meurtrière, ainsi que le moment où ça s'est passé, donc à Toronto, entre autres endroits. Et plus ça va, puis plus le rythme va s'accélérer, les allers-retours dans le passé vont faire en sorte que le lecteur est absolument pris à partie pour essayer de reconstruire qu'est-ce qui s'est finalement passé, le fil des choses. Les personnages, on va découvrir des liens qu'on n'était pas trop certains, mais qui pouvaient potentiellement y avoir, malgré le fait que 20 ans après cette pandémie meurtrière-là, évidemment, les gens sont parfois disparus, parfois complètement ailleurs dans le monde. Vraiment, l'autrice va entraîner le lecteur dans une espèce de dimension où on n'est pas trop sûr. À chaque fois, on se demande, est-ce que c'est vraiment là qu'elle nous amène? Est-ce que finalement, il va y avoir un revirement de situation? Mais non. Ce qui est troublant, c'est que ça va toujours jouer sur la fine ligne entre, bien entendu, c'est de la fiction, mais c'est pas si impossible que ça. Parce que dans le fond, c'est vraiment les conséquences d'une pandémie majeure sur l'humanité. Comme ça fait bizarre de lire ça après la pandémie de COVID, mais comme on a pu le voir avec la COVID, puis comme on a pu le voir avec d'autres pandémies mondiales avant, on réussit à échapper en partie à des dérives, mais pas à toutes les dérives. Et avec cette espèce de proposition-là d'une pandémie, d'un virus qui ferait en sorte que c'est tellement rapide que la société n'a pas d'autre choix que de s'effondrer sur elle-même parce que il n'y a plus personne pour s'occuper des services essentiels, il n'y a plus personne pour faire en sorte qu'il y ait des ressources naturelles ou de l'électricité ou des choses comme ça qui fonctionnent. Donc, on se retrouve à un moment où est-ce qu'on est reculé un petit peu dans le temps, on est quasiment pas à la préhistoire, mais l'humain se retrouve en mode survie complètement. Et comme on le sait, le mode survie, c'est pas un mode de nuance, donc c'est un mode survie, donc c'est un mode moi ou les autres. Donc, c'est tellement intéressant comme réflexion que ça apporte. En même temps, on n'est pas... Oui, on va vraiment passer des points de vue d'un personnage à l'autre, puis du point de vue des fois de la narration ou de l'introspection, mais c'est vraiment un roman qui a un rythme haletant, parce que plus ça va aller, puis plus, comme je vous disais, on échange les points de vue, puis plus ça va contribuer au fait qu'on sent que le rythme s'accélère, et on va encore plus passer du passé même pré-annonce de pandémie ou 20 ans après. On veut savoir s'il y a des liens finalement entre les gens qu'on suit. Dans certains cas, ça va être des moments où il va y avoir des liens, dans certains cas, pas nécessairement. Et puis la chute est vraiment parfaite. J'avais peur. J'avais pas la chute parce que c'était tellement excellent. Je me suis dit, ah non, j'espère que ce sera pas une chute comme facile, par exemple. Finalement, c'était juste la fiction ou oh, je me suis réveillée. Ce genre d'affaire-là, ça m'aurait étonnée parce qu'elle était encensée, Emily St. John Mandel. Mais bon, des fois, on ne sait jamais. Puis finalement, c'était une chute vraiment excellente. Puis c'est pas une chute édulcorée, c'est pas une chute hollywoodienne, dans le sens où, oui, il y a potentiellement des éléments qui viennent satisfaire notre petit côté du lecteur qui est comme, hey, sérieux, là, certaines personnes, s'ils peuvent juste
disparaître de la surface. C'est terrible de penser ça, mais c'est comme ça qu'on se sent par rapport au personnage. Et par contre, tout n'est pas bouclé. Ça laisse des fils à imaginer. Donc, c'est une fin semi-ouverte. Puis, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis moi, je suis pas une fan des fins ouvertes, hein, vous le savez. J'aime bien ça quand c'est bouclé, à la limite quand c'est un peu manichéen. Puis là, on n'est pas dans le manichéen. On est vraiment dans la grisaille. On est vraiment dans le possible de l'humain. Dans le possible de l'humain dans tout ce qu'il y a de, comme je vous disais, bienveillant versus de terrifiant. Donc, écoutez, ça a été, là, je peine à passer à autre chose, je vous dirais en ce moment, parce que je suis encore, avec ces personnages-là, j'ai pas vraiment le goût de quitter la plume de l'auteur. C'est une plume qui est tellement, tellement habile, tellement bien faite, que là, on dirait que j'ai un petit peu peur de me plonger dans d'autres trucs. Mais bon, il va bien falloir que je le fasse. Pour les prochains jours, j'ai un petit peu de temps vraiment parce qu'on est en congé pascal. Fait que je vais peut-être voir, peut-être que je vais plutôt me lancer dans ma brassée d'albums que je suis allée chercher à la bibliothèque, que j'avais présenté, ou peut-être un roman. Sinon, j'ai demandé conseil à mon père, que c'est lui qui me disait qu'il fallait que je lise Station 11, et qui j'ai dit, papa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir mon... J'ai une finie, je commence sevrage. Puis il m'a quand même suggéré d'autres univers, et dont, entre autres, L'Anomalie de Hervé Le Tuilier. Et puis ça, on est vraiment, encore une fois, un petit peu dans une espèce de dystopie. Si je me souviens bien, je me souviens pas c'est quoi l'année, mais ce serait un moment où, je vais aller vérifier, mais il me semble que c'est un moment où un avion atterrit, un avion atterrit aux États-Unis, et je vais aller vérifier, mais il me semble que c'est comme s'il y avait, dans le fond, l'avion disparaît pendant un moment, puis après ça, il revient, puis les gens sont là, puis on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il y a quand même une dimension comme de science-fiction. Puis de voir comment les gens vont réagir, mais je pense que je vais aller vraiment prendre le temps de vous trouver le résumé parce que ça valait le coup. Je serais quand même encore un peu dans l'espèce de côté réflexion, pas réflexion, excusez-moi, l'espèce de côté science-fiction, mais peut-être pas aussi proche de l'univers de Saint John Mandel parce que je voulais pas non plus, sinon ça va être en comparaison, puis ça va être un peu dommage pour cet auteur-là si je le compare parce qu'en ce moment je suis tellement comme sous le charme de Station 11. Donc, je vais vous lire la 4e, je crois. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy, pop star nigériane, lasse de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel, soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait tenté un résumé. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça que je pensais. Donc, ça dit... il y a quelqu'un qui a tenté un résumé. Donc, si je vous cite Marc-Alexandre Trudel de la librairie L'Intrigue à Saint-Hyacinthe, qui sur le site de leslibraires.ca a tenté de faire un résumé. Je pense que c'est quand même nécessaire que je vous en parle si vous voulez savoir un peu de quoi ça parle. Donc, c'est des zones de turbulence majeures. Un vol Air France Paris-New York avec à bord 243 passagers se pose d'urgence. 3 mois plus tôt, un vol Air France Paris-New York avec 243 passagers à bord se pose d'urgence. Les scientifiques et les services secrets s'interrogent sur cet événement. Est-ce une illusion d'optique, un phénomène surnaturel, une simulation ou un acte extraterrestre? Que faire avec ces personnes dupliquées? Sommes-nous réels ou des êtres virtuels? Un roman policier d'amour, d'espionnage, d'illusion? Un page-turner, une réflexion sociétale suscitant mille et une questions chez le lecteur. Donc, c'est ça que je vous disais, l'espèce de doublon, c'est ça que je me souvenais. C'est vraiment comme, c'est ça que j'ai compris, c'est qu'il y avait comme un genre de dédoublement d'un événement tragique lié à un avion. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir comme 2 exemplaires des personnes qui ont vécu cet événement-là, alors qu'on est dans un monde où techniquement, et bien entendu, on est dans la réalité où c'est pas quelque chose qui arrive habituellement. Donc, ça m'intéressait bien. Je sais pas, hier, j'étais super enthousiaste. J'ai trouvé un livre audio, je vais voir comment je vais évoluer. Je vais peut-être me laisser décompresser un peu pour aujourd'hui. On verra bien. Mais ce serait peut-être ma prochaine lecture audio parce que j'ai trouvé en audio. Donc, on va voir si ça me plaît bien. Puis sinon, j'ai d'autres possibilités. C'est juste que là, je suis un petit peu déchirée parce que je pense que toutes les choses que j'essaie, ça me tente pas parce qu'on dirait que je veux vraiment retrouver les personnages de Station 11. Classique. Alors voilà. Donc ça, c'était mon petit topo pour la lecture récemment terminée et ma seule lecture de la semaine. Comme vous avez pu voir, là, je vous ai expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus, mais cette semaine, c'était une drôle de semaine. Au Québec, on a eu vraiment
c'est encore en cours, en fait, malheureusement, une catastrophe naturelle majeure, c'est-à-dire qu'il y a eu un épisode de verglas qui a fait en sorte qu'une bonne partie de la province s'est retrouvée sans électricité pendant plusieurs jours. Moi, j'étais chanceuse, ça a duré seulement 2 jours, mais quand même, ça bouleverse un peu le quotidien. Et à ce moment-là, bien entendu, qu'on conserve l'électricité de nos téléphones pour les urgences plutôt que pour faire des vlogs. Donc, c'était spécial parce qu'en ce moment, en même temps, je lisais en parallèle le Station Eleven, où dans le 20 ans après, évidemment, ils n'ont plus d'électricité. Donc, ça faisait spécial de voir comment déjà on réagissait par rapport à la panne d'électricité dans ma réalité versus ce que j'étais en train de lire. C'était quand même un petit peu cocasse. Alors, voilà, je vous reprends dès que je peux, de toute façon, vous le savez bien. À tout de suite! Eh bien, bonjour. Alors, vous voyez ma face ici. Je vous parle rapidement. Je me suis fait un petit peu attraper finalement depuis hier par un giga-microbe de printemps, j'imagine, un genre de rhume. C'est pas le vilain virus, mais c'est quand même intense. Donc, finalement, mes plans cette semaine sont pas tout à fait... je pense pas que je m'enligne pour réussir une grosse semaine de lecture, parce que je vais devoir me reposer. Mais comme vous avez pu voir, je me suis apporté une pile de potentielles distractions pour ma journée très relaxe à essayer de me reposer. Je sais pas si je la comprends. De toute façon, vraiment, pour lire un roman, ça se peut que je prenne plus des albums, que j'en avais emprunté quand même beaucoup dans la dernière visite à la bibliothèque, ou peut-être des graphiques. Et puis sinon, en livre audio, j'ai finalement pris la décision de me lancer dans mon Read Christie 2023, la contrainte du mois d'avril, qui était un livre dont le moyen, en fait, l'outil pour commettre le crime est le poison. Dans les Agatha Christie, ça poisonne quand même. Il proposait Sparkling Cyanide, je pense qu'en français, c'est Meurtre au champagne. Moi, je l'ai quand même lu souvent, mais en tout cas, j'en ai connaissance, je l'ai en tête un peu plus. Fait que là, je me disais, ah, j'ai pas vraiment envie de relire ça. Donc, j'ai décidé de me rabattre sur The Pale Horse. Puis, à chaque fois que je mélange celui-là avec Postern of Fate, parce qu'en français, Postern of Fate, c'est le cheval à bascule, je pense, et The Pale Horse, c'est le cheval pâle. Donc, je sais pas pourquoi, dans ma tête, bon, ok, il y a 2 fois le mot cheval. Donc, je les mélange tout le temps, parce que le cheval à bascule, ça implique, si je me souviens bien, Tommy et Tuppence Beresford, qui sont mes héros non Miss Marple et non Hercule Poirot préférés dans les Agatha Christie. Mais dans celui-là, on va voir Ariadne Oliver, qui est un peu l'espèce de alter ego de Agatha Christie, qui va être mêlé un petit peu à l'enquête, ainsi qu'un enquêteur à part, dont le prénom est, je crois, Max, qui va un petit peu suivre la situation. Puis on parle ici de mort à l'apparence occulte. Donc, une femme va mourir, demander à se confesser avant de mourir, et va avoir le temps de donner une liste de noms au prêtre qui va venir pour la confesser, et le prêtre, en retour vers l'église, va se faire lui-même tuer. Donc, l'enquête va tourner autour de ça. Ça va être l'inspecteur Lejeune, je pense. Ils vont essayer de voir qu'est-ce que la liste peut bien vouloir dire et tout ça. Et donc, on va voir ça dans l'histoire. C'est excellent. J'ai le livre audio qui est encore lu par Hugh Fraser, vous connaissez mon amour pour Hugh Fraser, qui, pour rappel, pour ceux qui par hasard n'auraient pas vu mes autres vlogs, est l'acteur qui joue Hastings dans l'adaptation des Agatha Christie des Hercule Poirot par la BBC, donc avec David Suchet dans Hercule Poirot.
Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un bon acteur. En fait, ça m'a surpris parce que je pense qu'il était un petit peu sous-utilisé dans son rôle de Hastings, mais en fait, c'est un excellent acteur, puis en narration, il est vraiment, vraiment bon. Donc, je l'écoute avec lui. Puis, quand j'aurai terminé ça, là, j'irai dans l'anomalie de Hervé le Tulier, comme je vous l'avais dit que mon père m'avait suggéré. Parce qu'en fait, je trouvais que ça avait quand même des... Ben, c'est pas des similarités du tout avec Station Eleven, mais on était encore un peu dans la science-fiction ou en tout cas l'inexplicable. Puis, j'avais peur de comparer les deux, comme je vous disais. Puis, ça m'a l'air vraiment intéressant, l'anomalie, donc j'avais pas nécessairement le goût de comparer les deux. Donc, je me suis dit, je vais intercaler une lecture qui n'a absolument aucun rapport. Donc, la Agatha Christie dans ce cas-ci. Et en plus, ça tombe bien parce que finalement, quand j'ai décidé ça, juste après, je suis tombée en mode full microbe, full symptômes. Donc, je suis pas à mon meilleur. Donc, tant mieux si c'est quelque chose que je connais un peu. C'est quand même rassurant. Donc, voilà. Alors, écoutez, désolée pour les petits yeux, mais ça va être ça. Puis, ben, je vais vous tenir au courant si jamais je lis un peu aujourd'hui. Je vais vous faire des petits retours, mais ce vlog-ci sera sans doute beaucoup plus court qu'à l'habitude parce que, ben, c'est ça. Parce que je suis pas... J'ai eu un enchaînement de pannes d'électricité mobilisantes et microbes cette semaine. C'est des choses qui arrivent. Mais de toute façon, je vais prendre dès que je peux. Alors, bonjour, me revoici en direct de mon rhume du jour. Je viens de commencer mes lectures en série. Donc, j'ai commencé avec quelqu'un à débrancher la grosse pomme. Donc, j'en avais parlé lorsque je l'ai dans ce vlog-ci, en fait, quand je l'empruntais à la Bibli. Et j'ai beaucoup aimé, c'est sympathique. Donc, vraiment, on parle ici de Zevi, qui est une franco-chinoise, donc qui a grandi en France, mais qui va déménager en Chine. Son père est chinois et qui va être là pendant un bon moment. Elle travaille dans le domaine de l'illustration, aussi de l'innovation. Et puis, son copain habite à New York et elle va essayer d'aller le rejoindre à New York au début de l'année 2020. Et ben voilà, elle va prendre l'avion au moment où la Chine, en fait, ferme ses frontières, donc avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. Et lorsqu'elle va se ramasser à New York, eh bien, elle va être confrontée à une quête de sens un peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne en Chine? Elle voit qu'est-ce qui se passe. Elle regarde un peu où sa carrière est, sa vie amoureuse et tout ça. Donc, c'est intéressant parce que oui, on va aborder un peu le principe journal de COVID, donc un petit peu journal de confinement. Mais c'est super bien fait. C'est pas... on s'appesantit pas. On évoque beaucoup le côté vertigineux, mais pas pendant 150 pages. Donc, c'est super. Ça a été travaillé très, très fort. Son copain travaille dans un hôpital, donc c'est sûr que lui, il est vraiment au front et le plus exposé possible et tout ça. Donc, on va vraiment les suivre là-dedans, les premiers mois. Elle, qu'est-ce qu'elle va avoir à prendre comme décision? Est-ce qu'elle retourne en Chine ou pas dans ce cas-là? Est-ce qu'elle va réussir à avoir un visa de travail aux États-Unis? Donc, vraiment intéressant. Ça se passe sur à peu près un an. Et puis, je dirais que c'est plus comme un... c'est plus comme un récit d'évolution, disons, parce que c'est quelqu'un qui est à la fin de la vingtaine, puis elle va avoir des décisions à prendre. Ça va juste coïncider avec un des grands bouleversements de l'histoire récente au niveau mondial. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que c'est le côté simple, juste et sobre des illustrations, puis ça va permettre justement d'évoquer suffisamment de choses. Donc, j'essaie d'en trouver une. Je crois qu'il y en a une lorsque son copain finit par retourner travailler après qu'ils ont eu la COVID, bien entendu. Et puis là, il se ramasse seul dans l'appartement temporairement, le temps que son copain travaille. Puis là, on voit que le vertige la prend. Mais c'est ce genre de planche-là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je connaissais pas cette autrice-là, Zevi. Donc, c'est une belle découverte. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle découverte. Puis bon, c'est sûr que lire sur la COVID, mais encore là, la COVID fait partie des déclencheurs de l'histoire, mais finalement, ça devient finalement pas une histoire centrale, donc c'est intéressant. Ça fait juste partie du contexte à ce moment-là de ce récit-là, qui, on a l'impression, aurait existé de toute façon, COVID ou pas. Donc, c'est juste que les choses ont été un peu en accéléré en raison de l'arrivée de cette pandémie-là. Donc, voilà. Alors, lecture numéro 1 de ma journée rhume. Ben, je vous reviens quand je peux. Alors, bonjour, prise 2 de ma journée enrhumée. Désolée encore pour le parlage, le petit ton nasillard. Je suis vraiment totalement dans les symptômes en ce moment, mais c'est pas grave, je viens d'avoir un super coup de cœur. Donc, j'ai lu le tome 1, je vais m'installer comme il faut,
J'ai lu le tome 1 de Lord Jeffrey je me souviens jamais, de Hamburg et Amo chez Kenz. Donc, ça s'intitule le sous-titre Le train de 16h54. Donc, bien entendu, j'avais l'impression que ça pourrait potentiellement faire référence au train de 16h50 d'Agatha Christie. Et c'est pas totalement faux. Donc, vous avez déjà lu la quatrième un peu plus tôt dans le vlog, mais on va retrouver Jeffrey Archer, qui est un jeune garçon qui habite en Écosse et dont le père a comme subitement disparu. Et dans des circonstances un petit peu particulières. Puis, après quelques mois de disparition, son père va le rappeler soudainement puis lui dire j'ai pas le temps, mais dis à ta mère de venir me rencontrer à la gare. Et finalement, sa mère ne pouvant pas y aller, Jeffrey va décider d'aller à la gare et il va se rendre compte que, en fait, va avoir l'impression que son père était là, mais qu'il s'est fait enlever. Donc, ensuite, on va voir un petit peu des choses se passer. C'est une collection qui, selon, en fait, le début, de la page de crédit, qui se donne un peu comme mission aussi de rendre hommage à des grandes œuvres britanniques. Et ça se sent bien, mais c'est vraiment bien fait. Donc, ça dit, cette histoire comprend plusieurs références explicites à des œuvres majeures de la culture populaire britannique, auxquelles ce tome et la série en général souhaitent rendre hommage. Donc, oui, le train de 16h50, le jeune homme Jeffrey Archer, en fait, a un chien qui s'appelle Sherlock. On va rencontrer un agent de Scotland Yard, mais est-il vraiment de Scotland Yard? On n'en dira pas plus, qui semble ressembler à Hercule Poirot, même si c'est pas ça son nom. On a des références un peu à Harry Potter, entre guillemets, parce qu'il va finir par se retrouver dans une espèce d'école un peu secrète, puis il est comme quasiment habillé en Gryffindor, en Gryffondor. On a des références également à Lord Fauntleroy de Francis Hodgson Burnett, je pense, il me semble que c'est ça. On a même des références à mon avis, ça fait quasiment penser à Titanic, là, mais c'est pas de la culture populaire, mais le rendez-vous devant la grande horloge. Et on a une référence aussi à Les 7 cadrans d'Agatha Christie. Et c'est comme un petit peu plus ça que le côté qui fait un peu référence au service secret. Donc, j'ai bien hâte de voir où ça s'en va. Puis là, j'ai terminé le premier tome, ça laisse vraiment toutes les portes ouvertes. On ne sait pas plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc, attendez-vous pas à une résolution dans ce tome-là. Pour le moment, il n'y a pas de résolution. On s'enfonce de plus en plus dans le mystère, accompagné de Jeffrey Archer, mais j'ai trouvé ça super habile. Puis oui, là, je vous ai nommé les références parce que je les connais, mais quelqu'un qui les connaît pas, ça enlève rien à l'histoire, dans le sens où l'histoire est vraiment excellente à date. C'est bien ficelé, ça va quand même assez vite. On a le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est intriguant. Ça sent une petite odeur de service secret et tout ça. Puis j'aime beaucoup les dessins aussi. J'en avais sans doute montré quand je les avais montrés. Quand je l'avais présenté. Ça réinvente pas le genre. Ça faisait presque penser comme à un Tintin, mais en moins chargé. Donc en plus abordable. Puis j'ai trouvé ça tellement excellent. Mais il y a quand même des planches un peu comme ça, là. Donc c'est vraiment bon. Puis là... Je sais même pas, ça fait combien de temps que c'est paru ce tome-là, parce que là, j'ai goût de le lire la suite. Bon, ça dit Kenz 2019, donc il doit y avoir d'autres tomes. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette journée enrhumée? Je vais vérifier s'il y a d'autres tomes, parce que c'est sûr que je vais lire les autres. Oh, quelle belle nouvelle! Alors voilà, c'était ma deuxième lecture de ma journée embrouillée. Mais si j'en fais d'autres, je vous reviens. Promis! Alors bonjour, me revoici, prise 3 de cette journée. Au nez, en chiffre-nez. Alors, j'ai fait une petite... j'ai lu une brassée d'albums, comme j'avais pensé que j'allais le faire aujourd'hui, parce que, bon, mon cerveau est un peu dans le beurre d'arachide. Alors, tout d'abord, j'ai lu La caresse de l'ours... Je recommence. Tout d'abord, j'ai lu La caresse de l'ours polaire de Marie-André Arsenault et Manon Gauthier. C'est publié chez Deux. Donc, c'était une chouette petite histoire qui met en scène une petite fille qui s'appelle Alicia et qui est différente des autres. C'est une petite fille qui a besoin d'être dans sa bulle, de ne pas avoir trop de stimuli. On ne donne pas de détails particuliers sur sa différence, mais disons que c'est comme ça qu'elle vit son quotidien. Et cette journée-là, c'est la fête de l'amitié et Madame Karine a demandé de faire une carte d'amitié avec un ours polaire dessus, donc un ours blanc. Mais Alicia va dessiner un ours avec un ventre brun parce que pour elle, c'est ça qui fait que c'est doux. Donc, elle va faire ça. Et puis, vers la fin, lorsque c'est terminé, il y a des amis qui vont lui dire « Mais non, mais t'as dessiné un ours brun. » Puis là, ça va faire complètement éclater sa bulle et son monde. Et elle va se retrouver dans le bureau de Madame Lily, qui, on imagine être quelqu'un qui est peut-être une éducatrice spécialisée.
et qui va tranquillement la réconcilier avec ce qui vient de se passer en étant à l'écoute et tout ça. Donc, c'est tout doux. C'est vraiment avec les illustrations de Manon Gauthier, comme je vous disais, qui fonctionne avec du collage. Je trouve que c'est totalement approprié parce que ça donne de la texture aux émotions. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Puis je pense que pour les tout petits, ça peut être une belle façon d'aborder comment on peut se sentir, comment on peut vivre le fait qu'on se sent différent, peut-être, et pas nécessairement en raison d'une condition officielle. Ça peut arriver des fois qu'on a peut-être une opinion différente ou une perception différente des autres, puis ça peut débouler en quelque chose qui fait en sorte qu'on a de la misère à gérer. Dans ce cas-ci, ça semble être en raison d'une condition spécifique, mais ça s'applique en fait pour tout ce qui est différence. Donc, j'ai bien aimé cette petite lecture-là. Ensuite, j'ai découvert encore une fois un autre Barou coup de cœur. Donc, Mission Petit-Déj de Barou, c'est chez l'École des loisirs aux éditions Kaléidoscope. Et cette fois-ci, on va retrouver Arthur, qui est un petit garçon, qui est tellement chanceux parce qu'il peut demander qu'est-ce qu'il veut pour le petit déjeuner, parce que sa mère lui demande toujours ce qu'il veut. Et il peut lui demander ce qu'il veut et elle va aller le chercher. Mais là, on ne parle pas finalement juste de œufs, des œufs, des toasts et tout ça. C'est ce qu'elle lui propose évidemment. Mais ce matin-là, ce qu'il lui demande, c'est la lune. Alors, sa mère fait ni une ni deux et décide d'aller lui chercher la lune en montant une fusée et en allant chercher la lune. Et lorsqu'elle revient, eh bien, je ne dirais peut-être pas finalement la chute, mais on verra bien si Arthur va apprécier son petit bout de lune pour déjeuner. J'ai adoré. C'est plein d'humour, c'est un beau clin d'œil à l'enfance et à cet âge où on doit absolument avoir... on a l'impression qu'on doit avoir ce dont on a envie au moment où on en a envie et à ses parents qui acceptent de jouer le jeu, que ce soit dans l'imaginaire ou en réalité. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et enfin, j'ai découvert le tout doux, Le temps des cerises d'Agnès Delestrade et Valéria Docampo chez Alice Jeunesse. Donc, je vous en avais parlé un peu, mais en fait, on va retrouver Nin qui vit dans un pays où il y a eu un grand cyclone et ça a fait en sorte que du jour au lendemain, ce pays-là a perdu toutes ses couleurs. Donc, tout est devenu gris. Et elle va... elle vit là-dedans, ça va, mais elle va toujours aller voir sa grand-mère, Mamé, et lui demander de lui raconter son enfance alors qu'il y avait des couleurs et Mamé lui racontait tout ça. Et un jour, au fur et à mesure d'une petite balade avec son grand-père, elle va fouiller un petit peu dans le sol et découvrir une boîte de crayons de couleur et lui montrer ça à Mamie. Mamie va dire « Ah, c'est mes crayons de couleur, j'avais complètement oublié que je les avais cachés, tout ça. » Et Nin va avoir une idée géniale afin de ramener peut-être les couleurs dans le pays tout gris. Elle va décider de planter les crayons de couleur pour voir si ça ne peut pas faire fleurir des couleurs. Je ne vous dirai pas si ça fonctionne ou pas, mais bon, le temps des cerises avec des petites couleurs qui arrivent. J'ai adoré ça, cette histoire-là, c'est parfait. Bien entendu, pour l'adulte que je suis, on comprend un peu dès le départ peut-être l'évocation de ce que ça peut impliquer, là, le cyclone, qu'est-ce qui a pu créer ça. Ça semble se passer visiblement dans une île tropicale, potentiellement, mais c'est comme pas important vraiment de savoir dans quel pays ça se passe. C'est surtout une belle analogie entre, évidemment, tout est gris versus les couleurs. Ça, c'est au premier degré, mais c'est intéressant. C'est comme si la vie revenait, dans le fond, si les couleurs finissent par revenir. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, comme cette image-là ici. Je vais quand même vous le montrer. Puis bon, enfin, c'est un album. C'est sûr que je risque de vous divulgacher, mais en même temps, ça donne envie de lire aussi. Donc là, ici, c'est une des super illustrations. Donc, on voit ici la petite Nin qui a planté ses crayons et qui observe tranquillement le premier crayon rouge vermillon qui va pousser. Donc, j'ai adoré ça. Ça a été un coup de cœur pour moi. Tellement une belle façon poétique d'aborder des sujets comme ça, de garder l'imaginaire au menu, mais en même temps, on n'est pas non plus dans... étant donné qu'on était à hauteur d'enfant, le côté grisaille, ça fait comme un peu partie de la vie pour cet enfant-là. Donc, c'est pas tant... C'est plus par curiosité qu'il va poser des questions à sa grand-mère. Puis, c'est en mode solution qu'elle va se dire « Ah, ben si je plantais les crayons, peut-être que ça pourrait fonctionner. » Donc, on a comme envie d'y croire, puis c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, des 3 albums, c'est celui que j'ai le plus aimé. Celui-là, il m'a fait vraiment, vraiment rire. Mais celui-là était vraiment tout doux, puis en même temps évocateur de quelque chose d'un peu plus profond. Donc,
une belle petite découverte dans cette brassée d'albums entre deux boîtes de mouchoirs. À bientôt! Eh bien, bonjour, alors me revoici pour une dernière fois, parce que comme vous pouvez voir, le degré de nasillard dans ma voix est monte en flèche de façon exponentielle au fur et à mesure de la journée. Donc, il va vraiment falloir que je me repose en continu, j'aurais pas vraiment le choix, mais avant de le faire, je me suis quand même offert un petit plaisir, c'est-à-dire que avant de découvrir le tome 2 de l'adaptation BD de Miss Charity par Loïc Clément et Anne Montel, j'ai relu le premier tome parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas lu. Et pour me remettre un peu dans l'histoire, parce que pour rappel, ces adaptations-là viennent en fait du roman de Mario de Muraille, le fameux Miss Charity, et c'est quand même une bonne brique, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça s'approche très bien. C'est en papier épais, c'est original parce que les dialogues sont faits un peu comme une pièce de théâtre et c'est semé de dessins à l'intérieur. Et les illustrations sont de Philippe Dumas. Donc, et comme je vous dis, ça ressemble un peu quand même à ce qu'on pourrait imaginer qu'était potentiellement la vie de Béatrix Potter. Donc, si jamais vous voulez puis vous avez aimé la BD, bien, sachez que ça, c'est là, en fait, puis c'est vraiment intéressant. Cela dit, ce que je trouve dans les adaptations qui sont proposées par Loïc Clément et Anne Montel, c'est que, oui, ça va aller à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas résumer 450 ou 480 pages. Là, jusqu'à maintenant, sont rendus à 2 tomes, puis à mon avis, ils sont rendus à peu près à la moitié du livre. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait à l'essentiel. Mais en même temps, ce qu'ils font ressortir, c'est vraiment l'essentiel des émotions, puis ils décident d'avoir une ligne de progression à l'intérieur. Dans le livre, dans mon souvenir, on était plus près de l'évolution d'abord intellectuelle de la petite Miss Charity jusqu'à l'arrivée de sa gouvernante. Et ensuite, à partir du départ de celle-ci, on la voyait quand même continuer à évoluer, mais tout en essayant de se fondre dans une société qui n'était pas prête à accepter le genre de personne qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un intérêt pour la science, qui avait un intérêt pour le dessin et tout ça. Puis c'est quand même un peu ça qu'on fait, c'est juste que à moins que ce soit mon souvenir qui est pas bon, mais dans la BD, on mise aussi beaucoup sur l'évolution émotionnelle aussi du personnage, ce qui est tout à fait pertinent à mon avis, parce que bon, on suit Miss Charity à partir de l'âge de 5 ans. Quand on termine le 2e tome, elle va avoir 18 ans et c'est pas terminé, donc ça continue à évoluer. Puis bien entendu qu'à l'adolescence, ça peut paraître cliché, mais oui, il y a toujours une espèce de quête d'identité, une espèce de découverte de qu'est-ce que c'est l'attachement, que ce soit au niveau de l'amitié ou de l'amour. Donc on sent que là, c'est un petit peu plus le fil conducteur, puis le côté scientifique est comme un peu moins là. Par contre, on sent quand même qu'elle est confrontée à la perception que la société a d'elle, étant donné qu'elle est différente. Donc, j'ai beaucoup aimé ce 2e tome-là également. C'est intéressant. On la suit à partir de, il me semble que c'est 9 ou 10 ans jusqu'à 18 ans. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là, beaucoup de choses remuantes, beaucoup de moments clés pour elle qui vont la faire prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à ce qu'elle veut être ou à ce qu'elle veut mettre de l'avant par rapport à elle-même. Des deuils, certains deuils, que ce soit des deuils en raison du décès de quelqu'un ou des deuils en raison du départ de quelqu'un ou de la souffrance de quelqu'un qu'elle ne se sent pas en mesure de soulager. Bref, comme toujours, un coup de cœur, cette adaptation-là. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je vais essayer de trouver, j'arrive jamais à trouver l'angle. Je pense que je n'en aurai pas. Comme ça. Donc, ça vaut vraiment le coup. Puis, évidemment, le travail d'orfèvre d'Anne Montel qui fonctionne en fait aux aquarelles, si j'ai bien compris, aquarelle et rapidographe, mais c'est vraiment un travail tellement... ça a dû lui prendre des années-lumière de faire ça. C'est vraiment impressionnant. Puis comme là, ici, on a des correspondances qui sont illustrées en monochrome. Donc, vraiment, j'ai adoré ça. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de Miss Charity, comme je vous en ai un peu parlé globalement, j'ai pris pour acquis que vous la connaissiez.
mais dans le fond, c'est une jeune fille qui a un intérêt majeur pour les sciences naturelles et qui est super bonne en dessin puis qui va se mettre à devenir comme un peu une illustratrice animalière aux grandes dames de ses parents et de la société qui, à cette époque-là, ne voyait pas vraiment en les femmes autre chose que quelqu'un qui peut se marier puis avoir un foyer puis des enfants puis tout ça. Et comme je vous disais, on est beaucoup en parallèle avec la vie potentielle de Béatrix Potter, celle qui a fait Peter Rabbit, puis tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez grandi avec ça, mais moi, j'ai connu, j'ai connu ça. Donc, c'est vraiment touchant, puis je suis contente. Ça a été très long avant qu'on ait le 2e tome, mais quand on voit le travail qui a été mis là-dedans, c'est tout à fait... on comprend tout à fait que ça ne peut pas être fait en 2 coups de cuillère à peau, cette adaptation-là. C'est toujours aussi habile, puis... même si, comme je vous disais, l'accent est peut-être mis un petit peu, à mon avis, en tout cas, ça me donne l'impression que c'est un petit peu différent que dans le livre en termes du fil conducteur qui a été choisi, mais c'est pas quelque chose qui est inventé ou c'est pas quelque chose qui est ajouté, c'est juste que on dirait que la perspective qu'on donne est un petit peu différente, mais pour une BD, pour un roman graphique, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça enlève pas de l'essence de ce qui est dans le livre. Donc, à la limite, si vous voulez pas le découvrir en roman, pourquoi pas le découvrir en BD? On est rendu au tome 2, mais je vous dis, j'espère qu'il va en avoir d'autres, mais jusqu'à maintenant, ça se termine aussi sur une fin ouverte, parce que je crois que ça se termine à peu près ici, là, le 2e tome. Donc, peut-être 3 tomes ou 4 tomes, je sais pas trop, on verra bien. Donc, ça a été une chouette dernière lecture de cette journée enrhumée pour moi et de ce vlog. Alors, j'espère que malgré le format un peu atypique, un peu plus court, un peu plus tout de ce vlog-ci, ça vous aura quand même plu. Je vous parle pas d'autres romans parce que j'aurai pas le temps finalement de terminer le Agatha Christie que j'ai entamé, donc The Pale Horse. Ça va sans doute se poursuivre sur le prochain vlog. Donc, à ce moment-là, je vous en parlerai probablement plus dans le prochain vlog. Moi, j'ai passé quand même des bons moments avec vous, même si c'était un petit peu plus parsemé dans ma semaine, étant donné le contenu de celle-ci, qui a eu pas mal de petits clins d'œil du destin imprévus. Et puis, ben voilà. D'ici à ce qu'on se voit, n'hésitez surtout pas à échanger avec moi en commentaire. Si jamais vous voulez manifester votre soutien, c'est toujours apprécié, des petits pouces en l'air, abonnements, etc. Mais bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Moi, je fais ça parce que j'ai envie de vous retrouver à chaque semaine. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite des lectures sublimes. Puis on se dit à la prochaine!